Parce que t'as beau avoir énormément d'informations sur l'argent, si tout le reste, c'est à mettre à la poubelle, il y a de fortes chances que tu pars en dépression, que tu deviennes fou ou quelque chose. Alors je me trouve actuellement dans le cinéma le plus luxueux de la Malaisie. Que tout le monde voit de plus en plus que, en fait, ils vont peut-être pas rehausser les taux aussi rapidement, surtout si l'emploi commence à pas être ouf. Moi personnellement en Malaisie, je me sens pas du tout chez moi. Je me sens pas chez moi, la culture est très différente. Mais maintenant, donc la question c'est, est-ce que je veux quitter le Panama? Honnêtement, Hey. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit, elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Alors, on se retrouve ici pour un petit déjeuner à l'hôtel Grand Hyatt avec la vue sur les tours Petronas. Petit déjeuner où on se trouve avec Jules. Lui, c'est Jules, un trader rentable et investisseur que j'ai pu accompagner de A à Z dans le Macro Trader Accelerator et que j'ai notamment pu interviewer sur cette chaîne YouTube il y a 2 ans. Jules, qu'est-ce que tu nous as Alors, là j'ai pris des hash browns, carottes, omelettes, il y a un peu de tout en fait, on fait un buffet dans le buffet. alors je me retrouve actuellement à Kuala Lumpur pour ces prochaines semaines de vie, mais donc la question se pose, pourquoi est-ce que je recherche, pourquoi est-ce que je teste de nouvelles vivres ou potentiellement vivre si je suis déjà très heureux là où je vis, à Panama City, à Panama. Alors le truc, c'est que dans tout ce que je fais, j'essaye toujours de prendre du recul pour avoir une vision qui est, disons, pas la tête dans le guidon. Si on réfléchit bien, on est tous dans un endroit spécifique, on a des habitudes qui sont spécifiques, cependant, on est tous différents. Donc, c'est complètement normal que toute personne va avoir des endroits dans lesquels il va pouvoir fonctionner mieux. Peut-être que c'est à cause du climat, peut-être que c'est à cause de l'énergie de l'endroit, peut-être que c'est à cause de la time zone, peut-être que c'est à cause du fait que c'est une ville, ou alors c'est la nature. Mais bref, tout le monde est différent. Le seul problème, c'est que malheureusement, la majorité des personnes ne font pas de tests. Donc, ce que je suis en train de faire ici, à Kuala Lumpur, ce que je faisais pendant plus d'1 mois en Italie, et ce que je vais continuer à faire pendant les 4 ans à venir, c'est du testing de lifestyle. Si on le dit en termes trading, c'est du backtesting, d'accord? Je backteste où je me sens le mieux pour vivre. Mais maintenant, donc la question, c'est est-ce que je veux quitter le Panama? Honnêtement, non. J'aime beaucoup Panama, j'aime beaucoup cette base. C'est la raison pour laquelle j'y suis maintenant depuis 6 ans, que j'ai ma résidence principale là-bas et toutes mes activités. Cependant, avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose qui est aucun endroit n'est parfait. Donc, soit on l'accepte parce qu'on est obligé d'être dans un endroit toute l'année, ou alors on décide d'essayer de remédier à ce problème et essayer de créer nous-mêmes, on va dire, l'environnement parfait qui serait donc basé sur 2 ou 3 bases. Et non pas seulement une qui, comme je dis, est impossible à être parfaite. Mais donc dans ma situation, la base comme Panama, c'est la meilleure base que j'ai pu tester dans le monde. Cependant, j'ai par la suite essayé l'Italie parce que une des choses qui me manque notamment à Panama, c'est le côté culture, le côté architecture, beauté des bâtiments, choses comme ça, que je ne retrouvais pas là-bas. Ainsi que la proximité à certains membres de ma famille qui se trouvent en Europe. Donc justement, l'Italie pourrait potentiellement combler certains de ces désavantages de Panama. Mais donc maintenant, je me retrouve à Kuala Lumpur, je suis au bord de la piscine. On est au pied des tours emblématiques de Kuala Lumpur. Et ce que je fais ici, c'est exactement la même chose. Je vérifie, je check, qu'est-ce que est-ce que j'aime bien la Malaisie? Est-ce que j'aime bien Kuala Lumpur pour potentiellement en faire une 2e ou une 3e base, ou même potentiellement pour remplacer Panama? Et pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas traders, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, voir le monde, ou peut-être, disons, cette maturité à toujours prendre du recul, je l'ai développée de par mon métier, de par ma carrière, de par une, en gros, déformation professionnelle. Parce que en tant que trader, tu as un travail personnel à faire qui est monumental par rapport au fait d'avoir disons, une carrière, un travail qui est dans le service où tu fais ce que tu as à faire, point barre. En trading, il y a une variable qui est énorme, qui est toi, ta propre personne. Et donc, tu peux être dans une situation où tu as beau avoir le meilleur plan. Quand je dis le meilleur plan, ça peut être potentiellement la meilleure stratégie sur les marchés financiers, qui pourrait donc te permettre de faire des performances monstres. Mais si tu es incapable de suivre ton plan, le plan est inutile. Donc en fait, ton plan est seulement aussi bon, genre la limite du plan, généralement, ou la limite de la stratégie, c'est rarement la stratégie, c'est rarement le plan en lui-même, c'est plutôt toi, ta propre personne. Et du coup, dans ma situation, vu que c'est le seul métier que j'ai pu faire, la seule activité que j'ai commencé quand j'avais 14 ans, je fais toujours aujourd'hui. J'ai une déformation professionnelle qui est absolument énorme et qui du coup impacte un petit peu tous les autres pans de ma vie, qui me permet donc d'avoir une vision qui est un petit peu différente souvent quand je parle avec des personnes, mais une vision qui en tout cas pour moi, j'adore et qui m'a permis de
de prendre beaucoup de bonnes décisions, ou du moins des décisions que je ne regrette pas. Je parlais à un ami qui est un peu plus vieux et qui a eu de l'oseille depuis assez longtemps aussi, parce que tu sais, c'est toujours le truc, genre quelqu'un qui a 55 ans et qui a full thune, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a 55 ans, Il a pas les mêmes envies. qui a full thune, mais qui a eu full thune depuis qu'il a 25, et un mec qui a 55 ans et qui a full thune depuis 4 ans. Mec, Ouais. tout est nouveau pour lui, enfin c'est différent, tu vois. Ouais, Mais un mec où ça fait du temps, du coup j'en ai connu un, à qui justement j'ai demandé genre qu'est-ce qu'il y a vraiment un changement après un certain stade, tu vois. Enfin, en fait, parce que je sais pas si, tu vois, là je suis parti sur une bonne lancée, Ouais. si continuer cette lancée et j'ai un ratio travail, plaisir, vie perso, genre qui est super bien, et je pense que si je continue comme ça, je vais avoir une vie élégante, tu vois ce que je veux dire, genre sans entre guillemets Ouais. trop forcer. Ou alors, vas-y, déjà jeune, j'ai accompli ça, j'ai trop de potentiel à gâcher, genre faut que je pousse, tu vois. Ça, c'est une question que je me posais la dernière fois. Je me disais, mais est-ce que t'as pas peur de te dire au bout d'un moment, putain, qu'est-ce que je fais, genre? Enfin, tu sais, comme tu viens de dire, genre, t'as atteint un certain stade où au bout d'un moment, bah, bon, pousser plus, est-ce que ça m'apporte tant que ça, genre, en fait, comme t'es déjà ultra jeune, et en fait, t'as déjà fait beaucoup étant très jeune, est-ce que t'as pas peur d'arriver à un moment où tu te dis, waouh, chiant, quoi, genre. C'est pas que j'ai peur de plus avoir ça, parce que je pense que c'est aussi un piège, tu vois. Et il y en a plein qui rentrent dedans où c'est en mode Trop tôt. tu veux 5 millions, t'as 5 millions, du coup t'en veux 10. T'en as 10, du coup t'en veux 20. Ouais. T'en as 20, du coup t'en veux 40. Ouais. Et en fait ce jeu-là il se termine jamais. Ouais. T'en veux 100, Ok. t'en as 100, t'en veux 300, t'as 300, tu veux 800, t'as 800, tu veux le B. Tu veux le B, tu rentres dans la catégorie des billionaires, et là t'es une merde. Donc t'en veux 4. En fait, genre en anglais on dit there's always a bigger boat, il y a toujours un bateau qui est plus grand. Ok. Ouais. Et genre, c'est vrai, tu vois. La théorie, c'est que si à la fin de ta vie, tu as beaucoup de capital non utilisé, eh ben c'est de l'argent qui aurait pu être dépensé pour te redonner du temps de vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est du temps que tu as passé à pas être avec ta famille, pas être avec tes amis, pas faire des trucs que tu kiffes, à travailler, à faire des sacrifices en trop, parce qu'à la fin, il te reste des sous. Donc ça Ouais. servait à quoi de faire tout ça Ouais, non, pour mais avoir ça comme qui reste, oui, tu vois ? c'est sûr, ouais. Ouais. Et, Donc c'est avoir la bonne balance entre assez pour faire tout ce que tu veux faire, mais pas assez pour travailler toute ta life, et à la fin tu te dis mais même pourquoi est-ce que j'ai fait ça, quoi, il n'y a aucun sens. Et toi, est-ce que genre là aujourd'hui, si tu recules par rapport à il y a 5 ans, tu vois, Ouais. est-ce que tu as toujours autant la dalle qu'il y a 5 ans? Genre vraiment, enfin je sais que tu te lèves plus à 3h du matin, Ouais. etc. Mais genre est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu as toujours autant la dalle de faire oh, putain j'ai vraiment envie de faire Non, en fait la dalle elle a changé, parce qu'avant c'était une dalle de j'ai pas, il faut absolument que j'ai. Tu vois. En gros, c'était il y a plus de 10 ans, 8 ans, un truc comme ça. Mais c'était cette dalle de j'ai pas, je veux absolument, j'arrêterai pas tant que j'ai pas. Tu vois ce que je veux dire. Là, c'est plus cette dalle. Là, c'est une dalle en fait qui est beaucoup plus mature, qui est bon, je sais que j'ai, mais je sais que si je m'arrête là, c'est pas un bon move du tout en fait. Ouais, tu vas te C'est faire chier quoi. Je vais me faire chier. Mais après, si je me tue à la tâche aussi, ça serait plus une question d'ego. Ça serait plus à me dire ouais Elliot, t'as déjà accompli tout ça. Il y en a qui ont ça et tout. Tu peux encore faire tellement plus, c'est toi le meilleur. Mais là, je rentre du coup dans un truc qui est drivé par l'ego. Ouais, tu vois. bien sûr. Mais du coup, là, j'essaye d'avoir une vision qui est travail, mais en fait, vie complète, tu vois. Travail, mais aussi santé, mais aussi plaisir, mais aussi garder sa tête, mais aussi potentiel famille, mais aussi pour faire un truc qui est censé et qui tient la route, tu vois. Tu sais, même avant, on parlait, t'as plein de gens, ils vont être en mode taf full et dépression et retombe à la case départ. Et puis après, mais c'est parce que c'est toujours des extrêmes, tu vois. Quand ça faisait pas longtemps que j'avais de l'oseille, et donc notamment quand j'étais à Londres, dans le fund et tout, c'était en mode ah ouais putain Elliot c'est bien parce que il fait ci, il fait ça, il a ci, il a ça, c'est bien. Mais j'étais conscient qu'il y avait encore à ce stade une petite part de chance. Parce que ça faisait pas assez longtemps pour confirmer que c'est pas de la chance. Tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis vachement content parce que C'est pas de la chance. aujourd'hui c'est pas de la chance, c'est bon, c'est tu vois. Et même je le voyais entre guillemets un petit peu dans les yeux de personnes que je connaissais à Londres, qui s'étaient en mode ah ouais non c'est vachement bien ce qu'il fait ce petit jeune, mais en mode genre à voir combien de temps ça va durer. voilà le temps le dira, tu vois. Mais là, ton track record, 10 ans plus tard, bon bah le temps l'a dit, tu vois. c'est ça. Et bien, Très sympa comme vue. Hein. Et on n'est pas à Dubaï.
Je me trouve dans la bibliothèque la plus impressionnante que j'ai pu voir de ma vie entière. Et du coup, je trouvais que c'était un bon moment pour te parler un petit peu des livres et de mon avis sur ça. Il faut savoir que durant toutes mes plus jeunes années, j'ai pu lire énormément. Et la manière dont j'exécutais, entre guillemets, ma lecture, mon objectif était toujours d'en sortir le plus d'informations, le plus de bénéfices possible. Et donc, pour ce faire, ce que je faisais, c'était que je lisais, donc j'avais le livre, mais j'avais aussi la version audiobook, donc c'était sur Audible, sur Amazon, pour pouvoir lire et en même temps avoir dans les écouteurs l'audio de ce que j'étais en train de lire. Et de cette manière, je peux te garantir que tu retiens des informations 5 fois mieux. Les livres dont je me rappelle le plus, même aujourd'hui, ce sont justement ces livres que j'ai pu lire avec la version papier plus la version audio. Parce que si tu te contentes de juste avoir la version audio pendant que tu es à la salle de sport ou un truc comme ça, tu vas probablement te rappeler de 30% des informations. Alors que si tu as les deux, c'est vraiment là que ça devient puissant. Et maintenant, pour moi, l'énorme avantage qu'il y a dans les livres, c'est de pouvoir apprendre de l'erreur des autres. On dit souvent que notre vie, notre situation va être la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et je suis complètement d'accord avec ça. Le seul truc, c'est que suivant là où tu grandis, suivant le cercle social, disons, de ta famille, t'as entre guillemets offert, tu vas pas forcément avoir accès à des personnes, à des informations, et donc tu seras la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus, mais tu ne peux pas les choisir. Alors qu'en lisant des livres, tu peux justement apprendre de l'erreur des autres et te plonger avec eux et indirectement en fait passer plus de temps avec eux que tu ne le ferais avec certains amis ou certaines connaissances. Un autre point qui est super important à prendre en compte, mais c'est essayer de lire évidemment des livres qui ont un impact, disons, sur ta vie à ce moment T. Il y a plein de personnes qui ont du mal à lire, mais c'est sûr que si tu rencontres actuellement des problèmes de relations et que tu lis un livre sur le business, c'est peut-être pas ce livre-là qui aura le plus gros impact sur ce vie à ce moment T. Donc, essaye de lire le livre qui a le plus gros impact sur ta vie à ce moment T. Et une autre chose que j'aimerais préciser, mais d'autant plus pour les jeunes qui regardent cette vidéo. Si tu as moins de 19 ans, ce que tu fais rentrer dans ta tête à cet âge-là a 10 fois plus d'importance que tout ce que tu vas faire rentrer dans ta tête après cet âge-là. Tout simplement parce que ça fait partie de tes premières expériences, tes premières informations, et ça te marquera bien plus. Et une des choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissant au Elliot plus jeune, c'est justement d'avoir eu cette période, et c'était ma période au début quand j'avais entre 15 et 17, où j'étais plongé dans une discipline à vouloir apprendre plus, et pas sur un seul sujet spécifique, mais sur plein de sujets qui peuvent te donner justement une vision globale, que ça soit finance, investissement, argent, entrepreneur, oui, mais aussi psychologie, mais aussi relations hommes-femmes, mais aussi santé. Je pense qu'il y a certaines personnes qui font l'erreur de seulement lire des livres sur l'argent, et tu verras qu'en fait, pour accumuler de l'argent, il faut y avoir une balance avec les autres choses. Parce que tu as beau avoir énormément d'informations sur l'argent, si tout le reste, c'est à mettre à la poubelle, il y a de fortes chances que tu pars en dépression, que tu deviennes fou ou quelque chose, et donc dans tous les cas, ton argent, tu vas soit le perdre, soit pas l'utiliser de la bonne manière. Alors je me trouve actuellement dans le cinéma le plus luxueux de la Malaisie. Le voici. Et comme tu peux voir, on est vraiment bien. Comme tu peux voir, en fait, on a un lit, des chaussons, une couette. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, moi, je pourrais pas vous donner beaucoup de feedback. Ouais, on a commencé récemment. Ouais, je suis à 3 positions actuellement. Ouais. Ouais, pour débrief, c'est pas hyper intéressant, mais juste rapidement dire une position Europound. Et puis là, à voir si ce début de semaine, on voit un retour sur, genre, en gros, 1,14 plus ou moins. Là, je chercherai à rajouter encore, personnellement. Pour justement ce qu'on disait, que tout le monde voit de plus en plus que, en fait, ils vont peut-être pas rehausser les taux aussi rapidement, surtout si l'emploi commence à pas être ouf, etc.
excellente. Hein. Moi, j'ai pris euro-dollar. C'était euro-dollar quand ça? Avec quelle idée? Moi, euro-dollar, je suis dessus là déjà. J'attends Dadine, mais... Alors, je viens juste de terminer un appel avec Mel, que tu as pu découvrir dans une vidéo qui s'affiche juste ici, et les traders membres du coaching individuel. D'ailleurs, si coaching individuel, c'est quelque chose qui t'intéresse, donc vraiment pas un programme d'accompagnement, mais vraiment un accompagnement 1 à 1 avec une personne. Je te mets le lien juste dessous, c'est évidemment par candidature vu que c'est individuel, il y a très peu de places qui sont disponibles. Mais bref, on a pu toucher plusieurs sujets, dont un que je trouve très intéressant. On a Sacha, qui est donc un des traders, qui disait que les gérants de hedge funds disent souvent, même si on donnait aux particuliers toutes nos stratégies, toutes nos techniques, ils arriveraient quand même à perdre de l'argent. Donc premièrement, c'est vrai. Et deuxièmement, ça m'a fait penser à un graphe que je voulais leur montrer, qui est celui-ci. Le graphe du S&P 500 donc en comparaison avec le taux de chômage. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce graphique? Que littéralement, le moment où on a le plein emploi, donc c'est-à-dire quand le taux de chômage est à son plus bas, on a généralement les indices, on a le stock market, la bourse, qui elle est à ses points les plus hauts. Donc c'est-à-dire, c'est quand il y a le plein emploi, quand tout le monde a du travail, donc quand tout le monde a finalement de l'argent à allouer au marché, c'est le moment où on a les pires prix. Et à l'inverse, quand les problèmes commencent, les marchés chutent, mais du coup surtout les marchés arrivent sur des pricing qui sont extrêmement intéressants, d'accord, pour aller acheter à long terme, c'est les moments évidemment où le taux de chômage lui explose. Et donc littéralement les meilleurs moments pour investir en bourse, ce sont les moments où les gens n'ont pas d'emploi, où les gens n'ont pas le plein emploi et donc n'ont pas le pouvoir d'achat d'aller investir. Et donc j'expliquais qu'il y avait justement une couche avec deux mondes de la société, ceux qui sont ultra sensibles à l'inflation, ceux qui ne le sont pas. Quand je dis ultra sensible, c'est par exemple si le prix du pétrole, donc de l'essence à la pompe, le prix du riz, le prix du poulet, le prix du pain augmente, ça va affecter qu'une seule partie de la population, évidemment, ceux qui sont le plus en difficulté. Ceux qui sont au-dessus, cette inflation, tout ce que ça va faire, c'est créer une inflation des assets, donc créer une inflation de l'immobilier, de l'or, des commodités, d'accord? C'est ce qui crée donc l'inflation, sauf que eux sont propriétaires de ces commodités, sont propriétaires de ces assets. Donc eux sont gagnants dans l'histoire. Et à l'inverse, quand on a le taux de chômage qui explose, là encore une fois, les personnes qui se font généralement licencier, qui n'avaient pas assez d'argent pour se préparer à ce scénario, ce sont les mêmes personnes qui malheureusement ne peuvent pas profiter des meilleurs prix d'achat, comme dit Warren Buffett, aller acheter quand il y a du sang dans les rues. Sauf que ce que Warren Buffett oublie de dire dans cette phrase, c'est que le sang qu'on voit dans les rues, c'est le sang des particuliers. Et donc malheureusement, les particuliers ont généralement du mal à acheter quand il y a du sang dans les rues parce que le sang, c'est le leur. Bon bref, je trouvais ça intéressant. Alors on est actuellement en chemin, je vais t'emmener avec moi, dans le meilleur restaurant de toute la Malaisie qui s'appelle Dewakan, qui a reçu 2 étoiles Michelin, qui est étoilé Michelin depuis des années et qui essaye de représenter la nourriture malaisienne au mieux possible. Donc c'est pas gastronomique français, je crois pas qu'il y aura de caviar, je crois pas qu'il y aura de truffes, mais au contraire c'est revisiter et travailler tous les ingrédients locaux pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Et apparemment c'est exceptionnel. C'était assez cher, là, juste la réservation c'était $500, qui est déduit évidemment de l'addition. Et donc très curieux de voir ce restaurant. C'est au 40e étage, 47e étage, donc je suppose qu'il doit aussi y avoir une jolie vue. Et on est actuellement dans la voiture du coup. D'ailleurs c'est sympa, ici en Malaisie, il y a des taxis normaux évidemment, mais si tu prends les biens, c'est tout le temps des vannes. C'est extrêmement commun en fait d'avoir des vannes, mais du coup tu as vachement de place là, pour les jambes. Et encore celui-ci, il n'a rien d'exceptionnel, mais on en a eu plusieurs qui vraiment ici, tu as plein de commandes, tu as les sièges massants, tu vois ici on a le toit. Tu as vraiment pas mal de choses qui est quelque chose que les vannes c'est pas ultra commun en Europe, à moins que ça soit chauffeur privé, Viano, etc. Mais ce que je veux pas là c'est sur une application un petit peu moins commun, tu vas pas n'en parlons pas. Et donc sur ce, direction Dewakan.
Je lui ai pas dit ce que c'était, ce qu'on était en train de manger, parce que c'est de la crête de coq. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Si je lui dis ça va la dégoûter, elle va jamais de la vie manger ce plat. Mais ça se présente avec des petites tortillas sous forme de tacos. Donc ça fait un peu latino sur les bords. Donc elle va le manger. Je lui dirais que c'est de la crête de coq après. On va voir la réaction. Si es que carne es entonces no. Es el corte, es el 7 del gallo. Con razón, viste, era esto, ¿cierto? On vient d'arriver à Penang, on se retrouve dans l'hôtel Eastern Oriental, qui est un des hôtels les plus connus de la Malaisie, qui a été fondé par les frères Sarkis. Regarde comme c'est beau. Les frères Sarkis, les mêmes qui ont fait Raffles à Singapour, et c'est un hôtel qui a été conçu en 1885, hôtel colonial, et je pense que tu peux le voir avec ce style. Donc on a évidemment cette magnifique vue. Et si on se retrouve dans le Heritage Wing, donc c'est l'aile principale de l'hôtel, l'aile historique, où on a les chambres qui sont rénovées, mais avec ce style colonial britannique, que je trouve vraiment cool. Et surtout, ça change quoi. Ça change de Kuala Lumpur, avec les gratte-ciel et puis vraiment la ville. Là, on est au bord de l'eau, on entend les vagues. On a le lit qui est très beau, avec un très beau papier peint, de très beaux détails. Puis ici, on a une très jolie salle de bain avec une baignoire, avec le miroir devant la baignoire. Ça, c'est d'ailleurs un truc que je te recommande dans tes voyages. J'ai pu faire l'erreur plusieurs fois à l'époque. Mais c'est par exemple, si tu comptes faire un tour en Asie, choisis pas des destinations qui sont assez similaires. Je te donne un exemple. Moi, j'avais fait Tokyo, puis Kyoto, puis Séoul, puis Shanghai. Donc pour moi, je me suis dit, je vais faire le Japon, après la Corée du Sud, ensuite la Chine. Mais le truc, c'est qu'au bout du compte, ça reste 4 grosses villes. Donc en fait, le feeling, en plus pour un Européen, c'est 4 grosses villes où tout est écrit en chinois. Évidemment, c'est pas du chinois, mais tu vois ce que je veux dire, genre, c'est tellement similaire en fait que même dans ma tête, il y a des endroits que je confonds en fait entre les endroits. Parce que dans le même voyage, on a fait des endroits qui se ressemblent fortement. Donc bref, encore une fois, apprendre de mes erreurs. Et donc là, on fait un truc qui est complètement différent justement de là où on était à Kuala Lumpur, alors qu'on est à seulement 45 minutes de vol. Et comme je dis, un hôtel historique, un hôtel emblématique. Et ça fait plaisir de voir quelque chose de différent et quelque chose de bien fait et de bien fini. Alors je vais profiter de ce magnifique cadre pour te faire un retour un petit peu sur la Malaisie, sur Kuala Lumpur pour vivre et aussi te montrer un petit peu ma réflexion derrière de comment je choisis, disons, un endroit. Mais donc, ma première impression, disons, mon résumé, mon global, c'est que on va avoir énormément de ressemblances à Panama. Évidemment pas latino, mais asiatique. Quand je dis énormément de ressemblances, c'est déjà au niveau du climat. On est sur un climat tropical avec des températures assez chaudes toute l'année, humide, un petit peu gris. On est sur une taxation territoriale, même si elle est un petit peu plus floue. On va avoir un coût de la vie aussi qui est plus bas. Et donc maintenant, si je devais plutôt réellement comparer, Malaisie, spécifiquement Kuala Lumpur, en ce moment je suis donc à Georgetown. Au passage, Georgetown, très agréablement surpris, voire même peut-être même plus sympa que Kuala Lumpur pour vivre. Donc si jamais tu penses à la Malaisie, teste les deux quand même. Une des choses avec la Malaisie, c'est que tu peux vivre pour vraiment pas cher. Avoir un loyer à 750 $, c'est possible. Manger avec ta copine dans un petit restaurant et en avoir pour 10 $, c'est possible. Là où à Panama, c'est impossible. À Panama, pour un loyer, ça va être minimum 1200, 1200, 1300. Ça va commencer dans ces eaux-là. Et un dîner avec ta copine, tu n'en auras jamais pour 10 balles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es vraiment au début de ta carrière, de ton business, de ton trading, peu importe, et que tu essayes vraiment de mettre au maximum de côté, Kuala Lumpur, c'est moins cher. La Malaisie, c'est moins cher. Maintenant, si tu as des goûts un petit peu plus hauts, exemple dans ma situation, vivre en Malaisie ne me coûterait pas moins cher. Au bout du compte, si je regarde pour mon standard d'appartement, etc., c'est les mêmes prix qu'à Panama. On va être minimum 3000, 4000 par mois. Pareil, dès que tu vas dans des restaurants qui sont vraiment sympa. Bon, tu retournes à des prix. Une phrase généralement, c'est Dom Pérignon is Dom Pérignon. Peu importe où tu vas, le prix va être le même. Donc dans ma situation, aucun avantage niveau prix. Et donc maintenant, si je compare réellement mon lieu de vie qui est Panama par rapport à ici, la Malaisie, je dirais le plus gros avantage de la Malaisie, c'est sa proximité à plein d'endroits touristiques. Donc c'est-à-dire qu'ici, tu peux te faire un week-end de 2-3 jours
que ça soit en Indonésie, à Bali, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour. Tu as tellement d'endroits aux alentours. Les vols sont pas chers. Tu vas avoir de magnifiques hôtels pour, encore une fois, $100. Genre, tu peux te faire un week-end super sympa, littéralement tous les week-ends, pour 300, 400, 500 balles. Là où, Panama, si tu veux commencer à aller regarder les pays aux alentours, si tu veux passer au Costa Rica, si tu veux passer en Colombie, si tu veux passer au Pérou, au Équateur, au Mexique, etc., les vols, tu vas en avoir pour 300 balles, 400 balles minimum. Ensuite, les hôtels, si tu veux un vrai truc, ça va être cher. Même dans Panama même, si tu veux aller voir les îles, etc., la plupart... Bon, je crois qu'il y a des ferries, des trucs comme ça, mais souvent, c'est petit avion privé, hélicoptère privé. Enfin, ça coûte une couille. Ça coûte une couille. Donc, pour découvrir le monde, la base asiatique est bien plus intéressante. Ça, pour moi, c'est le plus gros avantage. Et maintenant, dans le côté négatif, pour moi, le plus gros, c'est time zone. Pour moi, la session de New York, c'est le soir ici. Donc, chiant. Et puis, évidemment, si tu me suis ici sur YouTube, tu devrais savoir que j'accompagne aussi des traders et des investisseurs, la plupart qui sont sur la time zone France. Et donc, pareil, ce décalage, pour moi, est vraiment désagréable parce que j'ai aucune raison de me lever tôt. Et de manière générale, j'aime bien me lever tôt. J'aime bien me lever tôt et aller au lit, disons, pas trop tard. Ici, c'est l'inverse. J'ai aucune raison de me lever tôt. J'ai toutes les raisons de me coucher tard. Donc ça, plus mes sessions trading, c'est pas idéal. L'autre détail aussi que j'aimerais aborder, c'est quand tu t'expatries dans un pays, c'est important de se sentir chez soi. Et pour ma part, en Amérique latine, donc bon, j'ai un petit peu biaisé aussi parce que ça fait 6 ans que j'y suis, mais la culture latino, je la comprends. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu différente de la culture européenne, mais c'est pas non plus, j'ai l'impression, un monde à part. Il y a 2 mois, j'étais à l'anniversaire de la maman de ma copine dans genre un petit village au Costa Rica, vraiment, tu sais, dans une salle des fêtes, très local, mais c'est pas non plus lunaire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas là à me dire what the fuck, tu vois, c'est quoi cet endroit? Non, c'est simple, mais je comprends la culture et elle est pas trop éloignée de la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est Europe. Là, Malaisie, la culture, c'est vraiment différent, hein. C'est vraiment différent. Déjà, toutes les personnes, c'est malaisiens, chinois, indiens, pakistanais. Encore une fois, c'est un monde à part, hein. C'est un monde à part. Donc c'est une chose à prendre en compte. Si tu veux vraiment te sentir chez toi, moi personnellement en Malaisie, je me sens pas du tout chez moi, hein. Je me sens pas chez moi, la culture est très différente. Donc pour une base principale, personnellement, je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte. Mais donc, comme on vient de le voir, la Malaisie est très similaire à Panama, mais pas aussi bien, disons, en tout cas dans ma situation personnelle, pour remplacer cette résidence principale à Panama par une résidence principale en Malaisie. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que la Malaisie pourrait être une résidence secondaire? Qu'est-ce que je recherche dans une résidence secondaire? Ce serait une résidence qui règle tous les problèmes, disons, de ma résidence principale. Comme ça, en fait, avoir les deux, ça me permet d'avoir un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans les choses qui me déplaisent à Panama et que j'aimerais donc régler, que j'aimerais patcher, il y a, premièrement, le climat. À Panama, il y a une partie de l'année où c'est la saison des pluies, il fait gris, il fait très humide, et c'est une partie de l'année qui n'est pas particulièrement agréable à être à Panama. La Malaisie a ce même problème. On est sur un climat qui est tropical, qui est humide, où il y a aussi une saison des pluies. Donc ce problème n'est pas réglé. Ensuite, le deuxième problème que j'ai à Panama, c'est, tu vas me dire problème de riche, mais je ne peux pas avoir de collection de supercars. J'aime beaucoup les voitures, mais Panama n'est pas adapté à avoir de belles voitures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Ferrari que j'ai achetée, je l'ai achetée en Europe alors que j'y vis même pas. Et je loue un garage à l'année à Monaco pour garder la voiture. Parce qu'à Panama, il n'y a aucun sens d'avoir ce genre de véhicule. Il n'y a aucun sens parce que les routes sont déglinguées. Et deuxièmement, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Donc ça veut dire que les voitures, je vais devoir les faire importer. Et une fois que je les ai importées, si je veux les revendre, je vais perdre beaucoup d'argent à la revente parce qu'il n'y a pas assez de demande. Il n'y a pas assez de personnes à qui je peux revendre. Contrairement à l'Europe, où si tu veux vendre une Ferrari, en 3 mois, généralement, si elle est au bon prix, la Ferrari, tu l'as vendue. À Panama, tu peux rester 3 ans avec la voiture en vente. Ça, j'ai pas envie. Est-ce que la Malaisie règle ce problème? Non. Pourquoi? Parce qu'en Malaisie, on a des import taxes sur les véhicules. Donc, n'importe quel véhicule vaut plus ou moins 2 à 3 fois le prix. Donc, avoir un garage de 3-4 supercars en Malaisie, encore une fois, c'est pas une bonne idée. Ce problème de Panama n'est pas réglé. Maintenant, l'autre négatif que j'ai personnellement à vivre à Panama, c'est le manque de culture, le manque d'architecture. Alors évidemment, ils vont avoir leur culture, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup moins riche que la culture dont on a l'habitude en Europe, par exemple, de l'art, le théâtre, encore une fois, l'architecture. C'est quelque chose qui me manque. Ça peut paraître bête, mais après un moment, c'est quelque chose qui manque.
Est-ce qu'en Malaisie, je retrouve ça? Non, non plus. Je retrouve aussi un manque de culture, un manque d'architecture. Alors encore une fois, la culture est juste différente, mais je la trouve moins riche. Là où par exemple en Chine, la culture, l'architecture, là je la trouve riche. Mais en Malaisie, non. Donc ce problème, encore une fois, il n'est pas résolu. Et puis maintenant, si je peux mettre juste une cerise à la limite sur le gâteau, ce serait que si je regarde ma situation, que ça soit familiale ou même envers ma copine, j'habite en Amérique latine, sa famille est en Amérique latine, donc on est au moins proche de sa famille. Moi, ma famille n'est évidemment pas en Amérique latine, elle est en Europe, donc elle est quand même loin. Si on allait se foutre en Asie, oh, ça serait quand même le comble, quoi. On peut littéralement être n'importe où dans le monde et on est plus ou moins proche de la famille de quelqu'un, mais non, on va décider d'aller se foutre dans le seul putain d'endroit où on n'a pas de famille. C'est un petit peu débile. Ah, et un autre petit point pendant que j'y pense aussi, je rappelle, le Panama est une économie basée sur le dollar. On deal en dollars, mes banques locales sont en dollars. En Malaisie, c'est le ringgit, d'accord? Encore une fois, t'es pas obligé d'avoir des banques là où tu vis. Et personnellement, mon endroit de vie principal, j'aimerais avoir de bonnes relations bancaires. Bon, je préfère avoir des banques à Panama en dollars plutôt qu'avoir des banques en Malaisie en ringgit. Donc bref, ça c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Donc comme je dis, la Malaisie ne remplacerait pas Panama en tant que résidence principale et la Malaisie ne patche pas les inconvénients de Panama pour devenir une résidence secondaire. Là où par exemple, je t'avais fait une vidéo qui s'affiche d'ailleurs juste ici, sur mon séjour en Italie. En Italie, j'y suis resté 1 mois pour voir un petit peu le style de vie. Et là par contre, on se rapproche d'un certain idéal en tant que résidence secondaire. Parce que le côté culture, architecture, là, on le retrouve en Italie. Le côté avoir la possibilité d'avoir un garage avec 3-4 supercars, là en Italie, c'est possible. Le côté climat, météo, là aussi, ça va être possible, dans le sens où on va vraiment avoir des saisons, qui est quelque chose qui change, que j'aime. Même aller au ski en Italie, c'est possible. Donc là, avoir une résidence principale à Panama, une résidence secondaire en Italie, à l'année, là, je peux avoir un circuit qui me correspondrait et qui me permettrait, encore une fois, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, avec mon expérience ici en Malaisie, du coup, je me rends compte que c'est pas forcément adapté à ma situation. Donc, est-ce que je regrette mon séjour ici? Non, absolument pas, parce que ça me permet de découvrir, et surtout, ça me permet de vivre une vie avec aucun regret. Pourquoi? Parce que j'ai pu tester, j'ai pu voir de moi-même. Donc, je sais que chacun de mes choix est réellement réfléchi. Je ne fais pas des choix où je vais me dire par la suite « Oh putain, en fait, peut-être que cet endroit aurait été mieux. » Ou alors « Oh putain, en fait, je sais pas, j'ai... » Non, je suis allé le tester. Donc, si je fais un choix, je sais que j'en suis fier. J'en suis content parce que je l'ai backtesté. Le choix est maîtrisé et réfléchi.